vous présenter le débat pédagogique et de vous expliquer, de vous permettre de comprendre d'où vient ce débat et quelles sont les théories en présence. Dans une précédente causerie, j'ai évoqué la nécessité d'être cultivé. Là, je vais vous apporter des éléments de culture sur ce point. Alors, il faut savoir que ce débat pédagogique, donc, qui alimente, encore une fois, toutes sortes de situations de conflit dans les médias et ailleurs, est le résultat d'une longue histoire qui a commencé en même temps que l'école. On peut dire que dès le début de l'école, la manière de faire la classe, qui a été curieusement strictement la même dans tous les pays du monde, ce qu'on appelle la pédagogie traditionnelle, c'est la même dans tous les pays du monde et de l'origine, et bien dès le début, cette manière de faire la classe, qui était celle de tout le monde, a été contestée par des penseurs dès le tout début. Par exemple, une des premières écoles appelée école active est née en Angleterre en 1899. Et c'était une école active qui refusait donc le cours magistral que faisaient tous les enseignants devant les enfants de tous les âges et dans tous les pays du monde. Donc dès 1899 en Angleterre, et 1 ou 2 ans plus tard, une autre école active est née en France, à Verneuil-sur-Avre, pour vous dire que, vous voyez, l'opposition à la pédagogie traditionnelle ne date pas d'aujourd'hui, même si on a quelquefois l'impression que c'est maintenant que ça existe, et si les journalistes ont l'habitude de découvrir nos choses en parlant comme d'une chose nouvelle. Bon. Elles sont donc apparues très tôt. C'est l'école, oui, l'école de Verneuil-sur-Avre, c'est l'école des Roches. Et moi j'aime bien en parler parce que je trouve que c'est assez remarquable, en 1899, en 1900, d'avoir l'idée de contester une pédagogie qui était déjà encastrée dans les classes et qui, malheureusement, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle n'a pas changé. C'est-à-dire que les contestations qui sont apparues et qui sont apparues de nouvelles, d'année en année, on a eu d'autres penseurs qui ont fait d'autres analyses pour contester la pédagogie traditionnelle. Et ce que j'appelle traditionnelle, c'est vraiment celle qui était en usage dans les classes. Là, je ne mets pas de jugement du tout, mais c'est ça. Pour la contester, ça n'a pas cessé jusqu'à toujours. Alors, on a fini évidemment par essayer d'y voir clair un petit peu, et on est arrivé aujourd'hui à une formalisation autour de 5 modèles pédagogiques précis. C'est un petit peu simplifié, mais c'est ça. Il y a 5 modèles, et ces 5 modèles pédagogiques dépendent de la manière dont on définit le verbe apprendre. Vous savez, tous ces verbes-là, apprendre, enseigner, comprendre, sont des verbes qui ont des tas de sens différents. Et donc, quand on dit par exemple qu'il faut que les enfants comprennent en lecture, bon, il y a 3 personnes qui sont là, 3 personnes qui comprennent quelque chose de différent, sous ce verbe comprendre, justement. Bon, et bien donc, les 5 définitions du verbe apprendre. Alors, je les ai regroupées dans 2 tableaux que vous allez voir, qui sont des tableaux à double entrée, autour des items suivants. Alors, d'une part, les 5 définitions du verbe apprendre. Alors, effectivement, apprendre, ça peut être imiter un modèle, premier modèle. Ça peut être écouter un discours. 3e modèle, ça peut vouloir dire faire. Il faut faire pour apprendre. 4e définition, il faut se laisser faire. Et 5e définition, apprendre, c'est construire son savoir. Donc vous avez ces 5 définitions. Et pour essayer de bien caractériser ces modèles, leurs avantages, leurs inconvénients, de manière verticale, les items verticaux sont d'une part, comment se déroule ce modèle, c'est-à-dire le point de départ, c'est-à-dire les étapes du processus, c'est-à-dire le type de relation maître-élève, ce que l'élève a à faire, exactement ce qu'elle a à faire. Et voilà, donc dans un premier tableau,
les 5 modèles sont analysés selon ces 2 séries de critères. Et tout en bas, eh bien, il y a les références théoriques, parce que ces modèles, ils s'appuient sur des théories avancées par des chercheurs ou des penseurs, des philosophes qui vont parler de la pédagogie. Alors, ce qui est amusant, quand on regarde un petit peu ce tableau, c'est que les 2 premiers modèles, apprendre, c'est imiter un modèle, ou apprendre, c'est écouter un discours. Ces 2 définitions définissent, si j'ose dire, renvoient à ce qu'on appelle la pédagogie traditionnelle. En effet, dans la pédagogie traditionnelle, il y a ces 2 démarches qui sont mises en œuvre. C'est vrai qu'en général, ça dépend des disciplines. Il y a des disciplines comme la musique, par exemple, pour laquelle c'est le premier. On imite au conservatoire, on regarde comment il faut tenir, on vous explique comment il faut tenir l'archet, comment il faut mettre ses mains sur le piano, comment, etc. On vous montre comment et on essaie de faire aussi bien possible. Et on répète jusqu'à ce que l'imitation soit parfaite. Bien ces 2 modèles, et l'autre, c'est le discours magistral. Écoutez un discours, dans presque toutes les autres disciplines, l'enseignant explique et les élèves écoutent. Bon. Et ce qui est amusant, c'est que ces 2 modèles, les plus répandus, et encore une fois partout dans le monde, n'ont pas de référent théorique. Ça n'a été défini par personne, cette manière de faire. Ça qui est très amusant. C'est celle qui s'est mise en route toute seule quand on a commencé à créer l'école, et on s'est appuyé sur rien, car il n'y a aucune référence théorique. Au contraire, les 3 autres modèles ont évidemment des références théoriques. Celui qui pense que apprendre, c'est faire, c'est-à-dire qu'il faut agir pour apprendre. Bon, je pense que vous qui m'écoutez, vous les avez reconnus. C'est Freinet, c'est De Crowley, et bien avant eux, c'est Rousseau. Je veux dire que c'est tout ça. Il faut bien voir que tous ces modèles, ils viennent de loin et par des gens qui ont proposé un certain nombre de choses. Donc ça, c'est la pédagogie de Freinet. Se laisser faire, parce que se laisser faire, c'est le modèle conditionnant. Et c'est vrai. Alors, il n'est pas très présent dans l'éducation nationale, mais il est très présent dans d'autres types de formations. Et il repose sur les théories de gens comme Pavlov, déjà, le premier c'est Pavlov, Skinner, etc., Watson, enfin bon, tous ceux, tous les behavioristes, tous ceux qui définissent le conditionnement comme étant un moyen d'apprendre. Et donc, effectivement, si on est dans un système conditionnant, on se laisse faire. On se laisse porter par des petits exercices répétitifs, sans jugement, sans rien du tout. C'est pour ça qu'en général, les gens aiment bien. Voilà. Et puis alors, le dernier modèle, qui est construire son savoir, qui est le modèle qu'on appelle constructiviste, qui, lui, repose sur les théories de Piaget. Le père de cette théorie, c'est Piaget, mais suivi de chercheurs comme Brunner, Vygotsky, etc. Et puis toutes sortes de gens d'aujourd'hui, comme Mérieux, comme Jordan, comme Develay, etc. Il y a toutes sortes de penseurs. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est peu nombreux à défendre ce modèle. On est très nombreux. Et on est d'autant plus étonné de voir qu'ils ne rentrent pas dans les classes et qu'il y a une résistance et un refus absolument monumental. Alors, le deuxième tableau qui suit celui-ci, que je vous ai, eh bien, c'est celui qui analyse les résultats. Et je crois que c'est intéressant de repérer que, par exemple, dans le précédent tableau, la relation maître-élève, c'est intéressant de savoir comment elle existe, maître-élève et élève-élève. Dans les 2 modèles traditionnels, la relation maître-élève est une relation de type affectif. C'est-à-dire que ça ne marche que si l'élève aime ou admire le professeur. Et quand, par hasard, il ne l'aime pas et il ne l'admire pas, le seul moyen que ça marche, c'est qu'il ait peur. C'est-à-dire que ce sont des sentiments affectifs qui font fonctionner les choses. Si j'ai peur du professeur, je vais l'écouter, mais là aussi, 2 sous-psychologie nous permettront de savoir qu'avec la peur, on ne fait rien de bien. Mais alors, strictement rien de bien. Et que le fait d'écouter parce qu'on a peur du professeur, c'est du point de vue des apprentissages, c'est 0. Donc ça, encore une fois, si on fait un peu de psycho, on le sait. Donc, alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que du coup,
si on a travaillé devant l'admiration, et l'admiration, c'est pas... Tous les profs sont pas prêts à être admirés, et puis c'est pas évident d'être admiré. C'est pour ça qu'il y a tant de profs qui sont traditionnels et qui préfèrent ce qu'ils appellent l'autorité, alors qu'ils confondent en fait l'autorité et l'autoritarisme. Faire peur, c'est pas l'autorité. Ceux qui ont vraiment de l'autorité, ils ne font pas peur. Et du tout. Et ils sont pas raides, et ils sont pas sévères. Ceux qui ont vraiment l'autorité, ils ont une autorité intérieure. C'est leur compétence qui ont de l'autorité. Il n'y en a pas d'autres. Ça, il n'y a pas de problème, c'est pas... ils sont d'autant plus qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, et j'en suis ravie, ils n'ont plus peur de rien. C'est ça qui met les professeurs en plein désarroi. C'est que même quand on essaye d'être une vraie peau de vache, on leur fait plus peur. Et donc, là, effectivement, ils ne savent plus comment faire. À moins de tirer dessus ou de les torturer, on ne voit pas comment on pourrait arriver à augmenter la peur. Ils n'ont plus peur. C'est les profs qui ont peur aujourd'hui. Et ça, c'est un juste retour des choses. Ils n'avaient qu'à pas mettre ce système en place. Bon. Je n'ai pour eux aucune espèce, pour ceux qui ont peur aujourd'hui, je n'ai aucune espèce de sympathie, et ni même d'indulgence. Et alors, dans le deuxième tableau, on s'aperçoit que ces 5 modèles, si on regarde la chose la plus importante, qui est le résultat à long terme, pas le résultat à court terme. Le résultat à court terme, il marche toujours. Cette idée qu'un résultat, on voit bien que ça va marcher, pas du tout. Un enseignant qui, en général, sait s'y prendre, quelle que soit la démarche qu'il utilise, ça marche à court terme. On a l'impression que ça marche, toujours. Le problème, c'est à long terme. Or, on s'aperçoit que les modèles traditionnels, à long terme, ne donnent rien. Le fait d'avoir imité, même jusqu'à la perfection, dès qu'on n'imite plus, dès que le modèle n'est plus là pour imiter, c'est oublié. Et surtout, ça n'est pas réinvestissable dans une autre situation. C'est-à-dire que quand on a appris de cette manière répétitive, c'est d'ailleurs pareil pour le modèle conditionnant, quand on a appris d'une manière répétitive, eh bien, on ne peut faire que ce qu'on a appris dans les conditions où on l'a appris. Mais dès l'instant que la situation est différente, on ne peut pas s'adapter. C'est un savoir qui n'est pas adaptable. Donc, c'est pas un savoir. Et le seul... Alors, au niveau de l'analyse, les deux qui se rapprochent le plus, c'est Freinet et le constructivisme. Et curieusement, c'est amusant parce qu'aujourd'hui, ils sont amalgamés en un seul. C'est-à-dire quand on parle de pédagogie nouvelle, c'est à la fois Freinet et le constructivisme, mais on ne sait pas bien lequel est Freinet, lequel est le constructivisme. Il y a une espèce de salade pas possible, dont les journalistes sont friands. Plus c'est vaseux et plus c'est amalgamé, plus ils sont contents, en général. Et donc, ça aide à installer un sentiment de confusion qui est tout à fait désagréable. Et qui traîne dans l'école. Beaucoup d'enseignants, leur grand défaut, c'est justement, c'est pas leur défaut à eux, c'est le défaut de la formation qu'on leur a donnée, c'est un manque de rigueur évident parce qu'on n'a jamais fait ce qu'il fallait pour qu'ils voient clair dans les situations. Alors, en fait, ce qui est intéressant quand on analyse les résultats, quelle différence y a-t-il entre le type incitatif, c'est-à-dire Freinet, et le type constructiviste? Il y a des choses communes, à savoir qu'au lieu de travailler sur du faux, parce que tout le travail traditionnel repose sur du faux, on fait des manuels de lecture qu'on a fabriqués exprès et qui sont des objets qu'on ne lit pas, on écrit des textes que personne ne lit et qui ne servent à rien, qui ne correspondent à rien de ce qui se passe dans la réalité. Enfin, on est constamment dans le semblant. Et comme dit Foucault-Cambert, avec qui j'ai beaucoup travaillé, quand on apprend en faisant semblant, eh bien, on ne sait que faire semblant. C'est-à-dire qu'on ne passe jamais du semblant au vrai. Les enfants qui ont appris à lire sur une méthode de lecture ne sont pas fichus de lire autre chose. Ils ne savent pas la méthode de lecture vu qu'on ne peut pas la lire, que ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien, etc. Mais dès l'instant qu'ils sont en face d'un écrit vrai, c'est qu'ils ne s'en sortent pas. Dès l'instant qu'il est un peu compliqué, bien entendu. Mais la lecture, c'est ça. Normalement, un texte est toujours un peu difficile. Donc, à long terme, on s'aperçoit que tous les modèles ont des résultats qui disparaissent presque tous,
si ce n'est justement les deux derniers, qui mettent en place quelque chose de plus solide, mais avec une différence. La grande différence entre le modèle constructiviste et Freinet, c'est que le modèle constructiviste prévoit de la structuration. Pourquoi est-ce qu'il prévoit de la structuration dont Freinet ne voulait pas? Pour lui, la structuration, ça ne lui plaisait pas du tout. Et donc, il n'en voulait pas. Pourquoi? Parce que, en fait, philosophiquement, ça renvoie à deux conceptions philosophiques bien différentes sur ce qu'est la liberté. Si vous voulez, ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est la liberté. Rendre les enfants libres, ça c'est sûr, c'est bien ça l'objectif. Mais pour le modèle incitatif, on pose qu'il suffit de libérer les gens pour qu'ils soient libres. Et le modèle constructiviste, nous disons non. Il ne suffit pas d'ouvrir la porte de la prison pour que le gars qui est dedans soit libre. Parce que qui est-ce qui est libre quand on a ouvert la porte de la prison? Celui qui a des sous, des relations, un métier, un toit, qui sait ce qu'il va faire. L'autre, celui qui n'a rien de tout ça, quand il est sur le trottoir, il est sur le trottoir, il est plutôt moins bien que quand il était dans la prison, où au moins il avait vaguement à manger et où il était à l'abri de la pluie. Donc nous disons qu'il faut qu'il y ait de la structuration, c'est-à-dire qu'il faut que les apprentissages soient théorisés, soient solides, soient construits. Ce qui veut dire, comme on le verra dans une autre causerie, qu'il faut qu'il y ait dans la classe des moments de situation vraie, ça c'est sûr, on est tout à fait d'accord avec Freinet, il faut écrire pour de vrai, il faut lire sur des livres, sur les journaux, dans des catalogues, il faut lire des cartes routières, il faut lire des partitions musicales, il faut lire des objets vrais. Et puis, à certains moments, il faut qu'on se travaille sur la construction de notions bien précises, bien rigoureuses, dont on a besoin pour vivre les situations vraies. C'est quand on vit les situations vraies qu'on se sert des notions qu'on a apprises. Et quand on ne les a pas apprises, il y en a qui arrivent à les construire tout seuls. C'est vrai, c'est ce que disait Freinet. Seulement le problème, c'est que ceux qui les construisent tout seuls, les notions, socialement, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'on sait très bien pourquoi ils ont pu construire des notions tout seuls si on n'a pas fait à l'école. Parce qu'ils vivent dans un milieu intellectuel, un milieu où on parle, un milieu où on réfléchit, un milieu et où forcément, où on lit, où on échange, etc. Et donc forcément, la manière de vivre leur permet de faire des découvertes et même des constructions que tout le monde ne fait pas. Et nous disons que si il n'y en a que quelques-uns qui s'en sortent, nous refusons cette école-là. L'école que nous connaissons est une école qui ne permet qu'à ceux qui n'avaient pas besoin de l'école de s'en sortir. Et je dis toujours, c'est vrai, tous les enseignants de bonne foi le savent bien, quels sont nos bons élèves? Nos bons élèves, ils nous doivent rien. Nos bons élèves, ils auraient réussi avec n'importe qui d'autre. Et ils auraient même réussi s'il n'y avait pas d'école du tout. Parce qu'en fait, l'école que nous connaissons, elle s'appuie sur des savoirs que les enfants ont acquis ailleurs. Et elle houspille, pour ne pas dire pire, les pauvres gamins qui n'ont rien appris ailleurs, et pour cause, parce qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre ailleurs, dans le milieu où ils vivent, et on les infériorise, et on considère qu'ils ne sont pas intelligents, et on considère, etc. Et ça, c'est proprement inadmissible. Donc, voilà pourquoi le seul modèle qui soit juste, qui soit démocratique, qui soit, dont on attend que le pouvoir politique le conseille, non pas l'impose, rien à imposer, mais au moins le conseille, ce qui n'est pas le cas actuellement, eh bien c'est le modèle constructiviste. Et on le détaillera dans une autre